Le journal de 7h sur Europe 1. Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Remettre l'ouvrage sur le métier, le gouvernement applique à la lettre l'adage de l'écrivain et poète Nicolas Boileau. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin doit donc revoir en urgence le projet de loi immigration. De quel côté penchera la balance cette fois ? Peut-être bien à droite pour séduire les Républicains. On ne sait pas quel sera le contenu précis de ce nouveau texte. Une certitude, Alexandre Chauveau, la création d'un titre de séjour pour les métiers en tension est au centre de toutes les attentions. Oui, parce que pour la droite, c'est un moyen de régulariser massivement des clandestins. LR y est donc farouchement opposé. La gauche de la Macronie, en revanche, y voit une mesure d'équilibre face au volet répressif du texte. Gérald Darmanin va donc devoir arbitrer entre ces deux courants politiques. Mais le ministre de l'Intérieur le sait, c'est avec la droite qu'il peut obtenir une majorité. LR qui devrait d'ailleurs déposer prochainement 2 propositions de loi sur le sujet, avec des mesures présentées comme radicales et surtout non négociables. C'est à eux de se positionner sur nos textes et on ne bougera pas, prévient un stratège LR. Le bras de fer promet donc d'être ferme, car l'Intérieur ne souhaite pas réitérer la stratégie de la réforme des retraites, où le gouvernement avait cédé assez rapidement aux exigences de la droite. Même si, selon les informations d'Europe 1, Gérald Darmanin s'estime prêt, in fine, à retirer ce titre de séjour de son projet de loi. Tout est négociable, résume-t-on ainsi Place Beauvau. Problème, Elisabeth Borne semble réticente à l'idée de se mettre à dos l'aile gauche de la majorité, une divergence qui pourrait être tranchée directement à l'Élysée par Emmanuel Macron. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. À droite, on l'accusait de son silence. Il en sort. Entretien de Laurent Wauquiez chez nos confrères du Point. Le président de Rhône-Alpes-Auvergne explique avoir voulu prendre du recul. Interview au cours de laquelle il affirme avoir appris l'humilité et l'écoute, fondamentale quand on veut s'occuper de la destinée d'un pays, dit celui que l'on présente comme le candidat naturel des Républicains pour la présidentielle de 2027. Aux États-Unis maintenant, on redoute une vague migratoire sans précédent. Une conséquence de la levée prochaine des restrictions sanitaires qui verrouillaient l'accès au territoire américain, Washington mobilise 24 000 agents fédéraux pour surveiller sa frontière avec le Mexique. Situation d'autant plus confuse que les migrants se massent déjà dans les villes frontalières. Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. C'est un drame humain qui se joue des deux côtés de la frontière où des centaines de milliers de personnes ont afflué, pensant que la fin des restrictions imposées par le Covid allait faciliter leur entrée. En fait, on en revient à la situation antérieure où l'entrée illégale entraînait l'expulsion et l'interdiction de revenir pendant plusieurs années. Ce qui change, c'est qu'au lieu que les demandeurs d'asile attendent aux États-Unis un jugement qui pouvait prendre des mois, ils devront faire une pré-demande, soit sur Internet, soit dans un centre installé dans un pays tiers. Le problème de ces mesures de dernière heure est que les structures ne sont pas encore finalisées et qu'elles se heurtent à la réalité d'une frontière longue de 3000 km où 10 000 personnes ont été appréhendées dans la seule journée de mardi. À l'un des principaux points de passage, El Paso, au Texas, des centaines d'immigrants affluent chaque jour et dorment dans la rue. La situation est encore pire du côté mexicain, à Ciudad Juárez, où plusieurs dizaines de milliers de personnes s'entassent dans un véritable camp de réfugiés. Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. La France, championne d'Europe de l'attractivité, les investisseurs étrangers plébiscitent l'Hexagone une fois de plus. Un baromètre annuel publié par le cabinet EY, institut qui fait référence dans ce domaine. Plus de 1200 projets d'investissement, d'implantation ou d'extension d'usines l'année dernière. Pour la 4e année consécutive, la France se place tout en haut de ce podium européen, devant le Royaume-Uni et l'Allemagne. Un bémol toutefois, le nombre d'emplois créés est relativement faible. Alors il y a un paradoxe, la France attire, mais sa balance commerciale reste très largement déficitaire, même s'il y a un petit peu de mieux. Les balances plombées en partie par les prix de l'énergie, gaz et pétrole par exemple, sur les biens et services. La France continue d'acheter plus qu'elle ne vend à l'étranger, même si les douanes constatent un recul du déficit en mars, 8 milliards d'euros. Ça va moins mal, mais il reste encore du chemin à faire, Margot Faudéré. Oui, des produits pourtant indispensables à la vie des Français, comme les brosses à dents. L'année dernière, la France en a importé 168 millions, la majorité d'Allemagne. C'est 30% de plus en un an. Les aspirateurs aussi, 10,7 millions de biens importés l'an passé, quasiment 7 fois plus que ceux exportés. Et la liste est encore longue, comme l'explique François Bayrou, haut commissaire au plan. Nous avons établi une liste de plus de 9000 produits qui sont échangés. Les 2/3 sont en déficit commercial. Autrement dit, la production nationale est insuffisante pour répondre à la demande intérieure. Pour le haut-commissaire au plan, il faut absolument relancer la production de ces biens du quotidien en parallèle des grands plans de filière lancés par le gouvernement. Sur les 2 milliards du plan vélo, si on avait dirigé vers la production de vélos une part minime, on aurait pu considérablement améliorer parce que le déficit sur un tel échange est considérable. Et pour cause, l'année dernière, la France n'a vendu que 150 000 vélos à l'étranger, 12 fois moins que ceux que nous avons importés.
apporter. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Il en a fait sa priorité. Le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, présente aujourd'hui la première partie de son plan pour renforcer la mixité sociale à l'école. Et parmi les idées censées la renforcer, la création de sections internationales et des classes bilingues dans les collèges et lycées défavorisés. Une fausse bonne idée selon Najat Belhassen, coprésidente de la FCPE, Fédération de parents d'élèves. Dans les établissements scolaires, on a de plus en plus de difficultés à trouver des enseignants dans certaines langues, alors que l'offre de formation de certaines langues devrait être la boussole, si vous voulez. Par exemple, pour faire de l'italien ou du mandarin, certains lycéens sont obligés de faire des kilomètres, et quand ils ont la chance de pouvoir y aller, parce que la réforme du lycée a aussi chamboulé un peu tout ça. Aujourd'hui, on ne sent pas, si vous voulez, dans les zones d'éducation prioritaire, une volonté de porter cette question dans ces établissements. Donc aujourd'hui, moi je veux bien qu'on nous annonce en fait, qu'on nous fasse des effets d'annonce sur on va pousser la mixité sociale et scolaire en mettant des sections internationales, etc. Oui, mais comment, pour qui, avec quels moyens ? Parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie question, les moyens dans l'éducation nationale. Najat Belhassen, coprésidente de la FCPE, avec Inès Zegloul. Et puis c'est une institution connue dans le monde entier. Beaubourg va fermer provisoirement ses portes à partir de 2025. Oui, fermé pour travaux, rénovation prévue pour durer 5 ans jusqu'en 2030. Donc une première depuis sa création pour le plus grand musée d'art moderne du monde. L'annonce a forcément fait réagir les Parisiens. Reportage Guillaume Dominguez. Depuis 45 ans, Odile et Nicole viennent bras dessus, bras dessous voir chaque nouvelle exposition. Et leur amour pour ce centre reste inchangé depuis son ouverture. Dès que je peux, je viens. J'adore ce centre. La bibliothèque est remarquable, le musée est passionnant. J'espère qu'on nous montrera quand même les collections permanentes parce qu'elles sont fantastiques. Ça va vous manquer de ne pas pouvoir venir ? Ah, sûrement. On est membre à vie, donc on a beaucoup ce musée, forcément. C'est un mal pour un bien, il a besoin d'un petit coup de propre, conclut-elle. Pour Raphaël, en revanche, étudiant en sciences politiques et grand habitué de la bibliothèque, 5 ans, c'est trop long. Ça va être assez brutal quand même de ne plus pouvoir y accéder. Et moi j'y vais assez souvent pour étudier. C'est très long et un peu dommage pour le coup. Raphaël devra se rendre dans le 12e arrondissement de la capitale pour réviser. C'est là que va être déplacée la bibliothèque. Côté travaux, le chantier est titanesque. Désamiantage des façades et des plafonds, remplacement des ascenseurs et des monte-charges, mise aux normes de la sécurité incendie. Aucune extension n'est annoncée. En revanche, l'ensemble des salles d'exposition vont être réagencées et un restaurant va voir le jour sur le parvis. La reportage au plus grand musée d'art moderne d'Europe, Guillaume Dominguez. Et puis elle est championne du monde pour la 6e fois, ça valait bien une Marseillaise. Et oui, la Marseillaise dans l'aréna de Doha au Qatar. Clarisse Agbenienou rayonne avec sa médaille d'or. La judoka sacrée dans la catégorie des moins de 63 kilos. Un exploit pour la Française qui faisait son retour 11 mois après la naissance de sa fille. On l'écoute. Il a un goût de lait de maternité. Non, il a un goût savoureux, sucré, léger. Il est... Ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Je me dis que ce qu'on travaille, ça continue d'évoluer. C'est pas mal. Mon retour après la grossesse, impeccable. J'ai mal nulle part à peu près, à part un genou qui défaille un peu, mais sinon tout va bien. Et derrière, c'est de bon augure pour Paris 2024, j'ai envie de dire. Clarisse Agbenienou avec Axel May. Quel exploit tout de même. Merci beaucoup Christophe Lamarre. C'était votre journal. On vous retrouve tout à l'heure à 8h30.